Salut, bienvenue sur le podcast de Anneau 2. Il y a 2 ans, j'ai été diagnostiquée du SOPK. Alors qu'est-ce que c'est ? Le syndrome des ovaires polykystiques. Ça touche bien plus de femmes qu'on ne peut le penser. C'est un déséquilibre hormonal et ça a des conséquences très importantes sur la vie d'une femme. Je trouve qu'on n'en parle pas encore assez. Les langues commencent à se délier, le corps médical commence à s'y connaître, mais c'est encore un petit peu frais, je dirais. Du coup, j'ai décidé d'en parler avec Gilly. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, je suis contente d'enfin aborder le sujet du SOPK. Comme je l'ai un petit peu dit dans l'introduction, je suis concernée et donc j'avais très envie d'en parler parce que je trouve qu'on commence tout juste à en parler, mais pas assez. Et j'ai lancé du coup une annonce, tout simplement, sur le compte Instagram du podcast en demandant qui aimerait participer à ce sujet. Et j'ai Gilly qui a levé la main. Donc merci beaucoup d'avoir voulu participer à cet épisode. Est-ce que toi, tu pourrais nous expliquer qu'est-ce que c'est le SOPK ? Ouais, merci Pauline déjà. Merci d'avoir proposé ça parce que c'est vrai que comme tu disais, c'est un sujet dont on parle pas forcément beaucoup et c'est important d'en parler parce qu'il se trouve qu'en fait le SOPK ça touche quand même une femme sur 7. Donc c'est beaucoup. C'est énorme. C'est énorme et c'est une cause qui est tellement vaste. Il y a tellement de symptômes. Le syndrome englobe un sacré paquet de choses. Moi, je disais qu'en plus, c'est la première cause d'infertilité mondiale, le SOPK. Ça m'a un peu choquée quand j'ai lu cette info-là. Mais effectivement, c'est quelque chose qui nous touche toutes, mais qui nous touche toutes et tous, en fait, au final. Ouais, que dire ? Le SOPK, déjà, que le nom, il est pas très très juste. Hein. Non, c'est vrai, parce que SOPK, c'est syndrome des ovaires polykystiques. Et en fait, c'est pas des kystes. C'est ça, c'est pas des kystes. Le raccourci, quoi. Ouais. Bon, après, est-ce qu'on veut rentrer vraiment dans le médical ? Je ne suis pas sûre. Disons après, on peut juste expliquer que c'est pas des kystes. Bon, après, on va dire que couramment, même moi, je dis c'est des kystes. Mais en fait, oui, effectivement, ça en est pas. C'est plein de follicules qui s'amassent autour d'un ou des 2 ovaires chez les femmes. Oui, c'est ça. C'est l'intérieur dans l'ovaire, il y a plein de follicules. Et ils empêchent que les ovules arrivent à maturité. Et donc, ça crée un déséquilibre hormonal, notamment. Ça crée des règles aléatoires ou à rallonge ou absentes. Et puis oui, ça crée un déséquilibre au niveau hormonal, au niveau des ovaires, mais aussi au niveau de l'hypophyse, donc au niveau du cerveau. Et puis, ça dérègle des fonctions globales dans le corps. Ça va être sur tout ce qui est donc les cycles, on l'a dit, l'hyperandrogénie, qui regroupe 2 choses, c'est l'acné et la pilosité. Donc les femmes atteintes de ça vont avoir une pilosité excessive pour des femmes, donc une pilosité plutôt masculine, à des endroits qui sont hormonodépendants, donc des endroits où on voit pas de pilosité chez les femmes en règle générale. Je voulais juste rajouter que le plus gros dérèglement hormonal qu'il y a du coup chez la femme, c'est qu'il y a un excès de testostérone, donc une hormone qui est typiquement masculine, d'où aussi ce truc de surpilosité que certaines femmes peuvent avoir. Exactement. D'où l'hyperpilosité et d'où l'acné aussi, ouais. Puis ça a plein d'autres symptômes, notamment prise de poids, difficulté à en perdre, une résistance à l'insuline, donc des fringales de sucre, donc de l'inflammation, donc encore plus de problèmes liés à cette inflammation. Et fringales de sucre qui dit prise de poids, difficulté à en perdre. Voilà, le cercle vicieux et infini qui peut entraîner en plus de ça donc tout ce qu'on connaît comme problème d'anxiété, d'angoisse, dépression, stress pour plein de raisons, notamment les hormones qui jouent au yo-yo, hein. Ça déjà pour commencer, puis tout ce qui est au niveau sociétal tout ce qui va nous être renvoyé par rapport aux symptômes de notre syndrome. Et contraception aussi, qui est compliquée. Et la contraception qui est très compliquée. C'est un des gros sujets avec le SOPK, je trouve. Ouais, complètement. C'est très compliqué parce qu'on a l'impression qu'on essaye des choses et à chaque fois ça marche pas. Et du coup, t'arrives au bout des solutions et tu te dis super, je fais quoi du coup ? D'ailleurs, est-ce que t'as une contraception toi ? J'ai arrêté. Ok. En fait, j'ai eu pendant longtemps, du fait que j'ai été diagnostiquée, on m'a fourni une pilule, une double pilule, qui permettait de traiter les symptômes que j'ai.
et qui servait de contraceptif. D'accord. Ça, je l'ai eu pendant 10 ans. Au bout de 10 ans, j'ai arrêté parce que je me suis rendu compte que les effets secondaires de cette pilule étaient vraiment beaucoup trop importants. Donc, j'ai arrêté. Puis après, je suis passée par plein d'autres choses. Le dernier en date, le stérilet en cuivre. L'horreur absolue. On m'avait pourtant prévenu. On m'avait dit... Oui, mais au moins, t'as testé ça. Si t'as le SOPK, exactement. On m'avait dit, mais si t'as le SOPK, il faut pas, tu vas voir, ça va être encore pire, ça va te faire encore plus mal. Confirme. Ah oui, je confirme. J'ai fait un épisode sur la contraception, là. Et du coup, on aborde un peu tous les contraceptifs testés et existants. Et on parle du stérilet en cuivre que ni mon invité ni moi avons testé. On était en mode, ouais, mais non, on n'a pas envie de... Non, c'est pas... Et ben, j'ai eu plusieurs sons de cloche dans mon entourage, donc des femmes qui avaient les stérilets en cuivre et qui m'ont dit, ah, mais moi, je sens pas de différence. J'ai pas non plus remarqué de différence au niveau de la régularité de mes règles, ni de si j'avais plus de règles ou moins de règles. Ouais. Et je me suis dit, bon, bah, ok, s'il y a du pour et du contre, je vais juste tester pour moi, pour voir si mon corps l'accepte. Bien sûr, mais t'as bien fait, même si c'est une mauvaise expérience, au moins tu sais que ça, tu le rayes, quoi. Voilà. C'est ça. C'est que là, si on me pose la question, je peux dire, c'est ça. Merci, non merci. Exactement. Je suis tout à fait. T'as été diagnostiquée il y a combien de temps et à quel âge? J'ai été diagnostiquée très tôt par rapport à tout ce que j'ai pu entendre au niveau podcast et tous les blogs que j'ai pu lire sur le SOPK. J'ai l'impression que moi, j'ai eu, entre guillemets, de la chance d'être diagnostiquée assez tôt. J'avais 14 ans, je crois, quand j'ai été diagnostiquée. Oh, waouh! Ok. Ouais. Donc ça fait 16 ans maintenant, 16-17 ans que je sais que j'ai le SOPK. D'accord. Mais à l'époque, alors incroyable parce qu'à l'époque, on n'en entendait pas du tout parler. Pas du tout. Dans mon malheur, j'ai eu un peu de chance qu'on puisse me dire, bah c'est ça. Mais néanmoins, à l'époque, du fait qu'on n'en parlait pas, toutes les infos qu'on avait, c'était, je pense que les 80% étaient erronées. Parce que moi, quand on m'a diagnostiqué, première chose qu'on m'a dit, c'est « Ouh là là, vous pourrez jamais avoir d'enfant, hein, ça va être trop compliqué, il va falloir faire un parcours PMA. » Bonne chose à dire à une femme déjà en tout début de... Ouais, quand j'avais même pas encore commencé ma vie sexuelle, en fait, à cet âge-là. Et deuxièmement, quand je l'ai commencé, je me suis dit « Banco, je suis stérile. Donc, cool, je suis safe. Allez. » C'est ça, exactement. Je m'étais pas du tout pris la tête là-dessus. Ah oui, la contraception, c'était pas un sujet, quoi. Voilà, la contraception n'était pas un sujet qui s'est retrouvé en être un au bout d'un moment quand même, parce que finalement, c'est pas chez toutes les femmes qui ont le SOPK qu'il y a des problèmes d'infertilité. Voilà. Donc ça amène à d'autres problématiques derrière. Bien sûr. Mais après, c'est vrai que on dit que ça amène de l'infertilité. Oui et non. C'est que, alors ça peut te rendre infertile, mais c'est aussi que si tu souhaites avoir un enfant, ça peut être compliqué étant donné que tes cycles sont complètement irréguliers, t'as aucune idée de quand est-ce que t'ovules. Donc, quand est-ce que tu peux potentiellement procréer, quoi. Donc c'est ça aussi qui rend la chose difficile. Après, moi personnellement, je souhaite pas avoir d'enfant. Je sais pas dans quel cas toi tu es. Donc c'est vrai que moi, entre guillemets, aujourd'hui, en état actuel, c'est quelque chose qui ne me dérange pas, mais effectivement, pour des femmes qui souhaitent en avoir et qui sont atteintes de syndrome, j'imagine que ça peut être compliqué et que c'est un peu la loterie parce que oui, ça peut marcher entre guillemets rapidement, comme ça peut mettre des années parce qu'en fait, faut que ça tombe pile au bon moment, quoi. C'est pas comme quand t'as des cycles réguliers et que tu sais que là, vas-y, je suis en période d'ovulation, on y va à fond. Non, tu peux pas savoir en fait. Complètement. Puis du fait des multifollicules, même si on tombe enceinte, sachant que les ovules n'arrivent pas nécessairement à maturité, ils sont pas viables. Ça amène aussi au fait qu'ils soient pas viables et donc qu'on ait plus de difficultés, qu'il y ait des fausses couches à répétition et ça aussi c'est pas drôle. Le seul truc que j'ai lu qui peut être un peu positif là-dessus, c'est que les femmes atteintes du SOPK sont plus réceptives au traitement pour la PMA. Ah, d'accord, je savais pas du tout ça. Ouais, j'ai lu ça hier et j'étais en potassant un petit peu avant l'épisode. Je me suis dit, je vais relire un petit peu et effectivement, dans les nouvelles études, ils montrent que du fait de notre spectre hormonal, on est plus réceptive au traitement. Donc pour les femmes qui sont enceintes et qui auraient un peu peur, c'est un peu positif quand même. Ouais, carrément. Et comment est-ce que t'en es venue à te faire diagnostiquer si tôt? T'avais des débuts de règles chaotiques?
Alors, les débuts de règles étaient un peu chaotiques, mais c'est pas ça qui a été problématique au tout début. D'accord. Ma grosse problématique, ça a été qu'à partir de mes, je pense, 13, 14 ans, j'ai commencé à avoir une pilosité vraiment dense. Au départ, ce qui m'a pas sur le haut du corps, c'était plutôt le bas du corps. C'était surtout à partir du nombril et les jambes, quoi. Sauf que je voyais que ça correspondait pas du tout à la pilosité de mes copines de l'époque. Bien sûr. En plus, c'est un âge où là, je compare énormément. Exactement. Puis c'est le tout début de, moi mes parents habitent en bord de mer. Donc, c'est le tout début de, on sort avec les copains-copines, tous c'est tout en maillot de bain, et puis tout le monde se voit, moitié nu, finalement. Bien sûr. Et puis, moi, j'allais pas à la mer, mes copines me proposaient d'aller à la plage, je voulais pas y aller. Jusqu'au jour où mes parents ont commencé à vraiment être énervés et à m'engueuler, en fait, du fait que j'aille pas avec mes copines à la plage. Et donc là, ce jour-là, après des mois de « Mais pourquoi t'y vas pas? Ah, tu devrais y aller. Et ah, machin, elle t'a invité, il faut y aller. » Et un jour, j'en ai eu marre et je suis venue dans le salon, j'ai baissé mon pantalon devant mes parents, je me suis retrouvée en culotte et je leur ai dit « Voilà pourquoi j'y vais pas. » Je leur ai montré mes jambes. Et pour moi, c'était dur, en fait, parce que je savais qu'ils n'avaient pas vu et qu'ils savaient pas. Et la réaction de ma maman, surtout, c'était oh, c'est terrible. Et je lui en veux pas du tout à ma maman. Oui, parler. Elle a réagi comme elle a pu sur le moment. Exactement. On a parlé, il y a même encore pas si longtemps, on en a reparlé ensemble. Donc, plus de 15 ans après. Et oui, je comprends tout à fait sa réaction de se dire, oh là là, j'ai pas bien fait. Elle, dans son idée, elle a une forte culpabilité sur le fait que mon corps ressemble pas à celui des autres femmes et que ça peut être un poids pour moi. Donc, de là est parti qu'à partir de cette période-là, j'ai commencé à me faire épiler pour pouvoir aller à la plage et pour pouvoir être tranquille dans des contextes sociaux. La souffrance. Ouais, tu m'étonnes. Puis si jeune en plus. Enfin, et puis, enfin bon, ça c'est encore un truc auquel je pense t'as même pas pensé quand t'avais 13 piges, tu vois, mais déjà à cet âge-là, te dire il faut que je rentre dans cette case de non-poil. Non, parce que sinon, on va se moquer de moi, on va me juger, on va pas m'accepter parce que... Enfin, c'est hyper dur, déjà psychologiquement de le vivre parce que tu vois bien que t'es pas dans la case en fait, qu'il y a une anomalie. Ouais. Et puis la souffrance de se faire épiler parce que en fait ça fait mal. Ça fait super mal. Puis ce qui m'a toujours fait rire, c'est que mes copines me disaient oui, mais bon, si tu te fais épiler, c'est bon, ça dure genre un mois et demi, 2 mois. Non. Parce que comme mes hormones, elles sont à gogo, moi au bout de 2 semaines, 3 semaines, il faut que je me refasse épiler. Et encore, je suis gentille. Ouais, 2 semaines et demie, quoi. Donc, s'y retourne beaucoup plus rapidement. La douleur est intense. Les frais aussi, parce qu'en fait, c'est un budget. Enfin, ça devient un budget, quoi. Ah ça a fini que j'irais dans des boutiques spécialisées avec comme une carte pro esthéticienne pour m'acheter mes propres trucs parce que ça coûtait moins cher de s'acheter en gros. Ouais, bien sûr. Et de les faire par toi-même. Ah oui. Parce que sinon... J'en avais pour, je sais pas, c'est ma mère qui me payait à l'époque. Alors, je crois qu'on était pas loin de 70 € par séance, 70-80 € par séance, un truc comme ça. Waouh, ah ouais. Ouais, c'est un bon budget, ouais. Ouais, ça fait un gros budget. Tout ça pour se faire du mal en plus. Oh là là. Tout ça pour entrer dans une case de normes. Exactement. Alors là, si on pouvait les exploser, c'est ce que j'essaye de faire maintenant, mais ouais, c'est si on pouvait les exploser ces cases, ça serait mieux. Ça serait surtout une liberté et on se sentirait tellement plus léger et légère. Devoir se conformer à cette norme, c'est un poids de tous les jours, quoi. Carrément. Ça, c'est une charge mentale, hein. Mais complètement. Moi, j'en suis encore au stade où effectivement, il y a des parties de mon corps que j'épile parce que je veux pas que ça se voit quand je suis habillée normal au travail, par exemple. Je travaille dans un magasin. Et les clientes, je n'ai pas nécessairement envie qu'ils voient. Donc, il y a des parties de mon corps que j'épile. Et donc, ça veut dire tous les jours vérifier. Quand tu travailles à 7h30 le matin, ça veut dire le matin te lever un peu plus tôt que tout le monde pour réussir à être épilé comme il faut, pour pas que ça se voit. Cacher, réfléchir à chaque fois, dans chacun des contextes sociaux dans lesquels tu vas, réfléchir à comment tu vas t'habiller en amont. Alors déjà, on est des femmes. Donc on sait qu'on s'habille en fonction de telle manière. Voilà, en fonction d'eux. Et d'autant plus quand tu as une particularité physique qui fait que les gens vont le remarquer, t'y penses encore plus.
de te dire là je vais être dans un endroit où je connais que telle et telle personne, donc je vais peut-être pas forcément être trop en sécurité émotionnelle, donc je vais mettre tel vêtement, alors que j'aurais bien aimé mettre une robe par exemple et en avoir rien à faire. Et en avoir rien à faire. Et en fait, ce jour-là, non, je vais pas mettre une robe au-dessus du genou, même s'il fait 42 dehors au soleil, je vais mettre en pantalon. C'est lourd, ça pèse. Ouais, la charge mentale, comme tu disais, elle est intense. La pilosité, ça a été le déclencheur. Exactement, ça a été le déclencheur qui a fait que je suis allée voir mon médecin traitant au départ, qui, elle, m'a orientée vers une endocrino. Donc, endocrinologue qui s'occupe des hormones. Tout à fait. Est-ce que tu peux raconter entre guillemets, le parcours d'examen que tu as pu faire pour ce diagnostic? À l'époque, c'était... Alors, ils ont comment il s'appelle? Un test. C'est pas vraiment un test. Il y a une liste de critères. Il y a 3 critères pour être validé SOPK. Il faut en valider 2 sur 3. Les 3 critères, c'est une hyperandrogénie clinique. Donc déjà, c'est ça que regarde en premier le médecin qui t'ausculte, quoi. Donc, est-ce que c'est une hyperandrogénie clinique, donc qui est observable à l'œil nu, ou biologique, c'est-à-dire visible au bilan sanguin? Pour moi, c'était les 2. Visuellement, ça se voit. On a fait un bilan biologique, donc prise de sang. La prise de sang, c'est une prise de sang, puis une injection hormonale, puis une deuxième prise de sang pour voir comment on réagit, comment le corps réagit. Et ça permet, au niveau biologique, d'avoir un bilan sanguin complet et de savoir où on en est dans le spectre hormonal. Le deuxième critère, c'est une ovulation rare ou absente, avec des cycles irréguliers ou pas de cycles. Pour moi, j'avais des cycles irréguliers à l'époque, donc j'avais déjà les 2. Et le troisième, c'est une augmentation du volume des ovaires et ou de l'aspect, donc polykystique, on disait à l'époque, multifolliculaire maintenant. Donc, on va voir des espèces de points dans et autour des ovaires lors d'une radio, finalement. Échographie pelvienne. Échographie pelvienne, ouais. Encore aujourd'hui, parce que moi, j'ai été diagnostiquée il y a 2 ans, donc il y a 32 ans, et c'était ça aussi, c'était écho pelvienne. Et t'as fait aussi bilan sanguin? Alors, j'ai pas fait le bilan sanguin. J'ai pas eu ce truc d'injection d'hormones et tout. Mais règles catastrophiques, quoi. En fait, depuis que je suis réglée, depuis que je suis menstruée, donc je crois que mes premières règles, je les ai eues vers 15-16 ans, un truc comme ça. Ça a toujours été la cata. Dès le départ, j'avais mes règles pendant 2 mois, non-stop. Et après, j'avais plus rien pendant 6 mois. Et après, je les avais pendant 15 jours. Et puis après, plus rien pendant 4 mois. Et enfin, bon, bref. Fabuleux. N'importe quoi. Et quand j'ai eu mon premier copain et mes premières relations sexuelles, j'ai été mise sous pilule. Donc, la première pilule de base. Là, du coup, ça va, c'était réglé. Donc ça, c'était vers mes 17-18 ans. Et après, vers 20 ans, un truc comme ça. Donc à l'époque, 20-21 ans. Donc moi, j'ai toujours été grosse. Et à l'époque, je fumais. Enfin, j'étais vraiment fumeuse quotidienne. Et en fait, va savoir pourquoi, un soir, je fais un malaise. Je sors de la douche, je vais à mon frigo et je suis en mode, je me sens pas bien. Et plus personne, tu vois. Donc le lendemain, je vais voir mon médecin traitant qui me dit je crois que là c'est à cause de votre pilule, c'était bizarre et tout. Elle me dit en gros, en fait c'est tout un cheminement, mais j'ai un facteur génétique, alors je sais même plus le nom, c'est un gène Leiden 4, un truc comme ça, qui a une anomalie en gros, et qui fait que mon sang coagule très vite. Donc je peux rapidement faire une embolie pulmonaire. Donc en fait à partir de là, mon médecin, donc après plein de tests, professeur, univers, enfin bref, tout un cycle. Donc, on me détecte ce truc. Et donc là, mon médecin me dit, bon, alors niveau contraception, vous n'avez qu'une pilule qui est possible. C'est une pilule en continu qui va vous bloquer vos règles et qui est pleine d'œstrogènes, si je dis pas de bêtises. Elle me dit, ou sinon, stérile et cuivre. Ou sinon, pas de contraception, mais préservatif. Donc, à l'époque, j'étais déjà en couple. Donc, j'étais en mode, la pilule sans les règles, moi, ça me va bien. Allons-y, tu vois. Ouais. Et donc, du coup, elle me met sous cette pilule. Tout va bien. Bon, les débuts un peu compliqués. J'ai eu mes règles pendant quasiment 2 mois, mais en mode hard, tu vois. Et après, par contre, plus rien. Et donc, j'ai gardé cette pilule jusqu'à mes 30 ans, sans trop me poser de questions. En me disant, moi, j'ai pas mes règles, j'ai pas... ça fonctionne pour moi. Je suis bien. Sauf que quand même, à un moment, tu vois, vers la trentaine, je me suis dit, bon, Pauline, ça serait peut-être bien de revoir ce que ça fait ton corps sans hormones, tu vois. Enfin, sans hormones chimiques. Donc, j'en discute avec mon copain et tout. Il me dit, ouais, vas-y,
Bien, on arrête la pilule, on reprend le préservatif et puis on voit comment ça se passe et tout. Donc c'est ce qu'on fait. J'arrête la pilule. Et ça se passe très bien. Genre, des cycles réguliers, j'ai jamais eu ça de ma vie. Genre, j'avais des cycles à 26 ou 27 jours, enfin réguliers de fou et tout. Donc on tourne au préservatif et en fait il y a eu un premier accident avec le préservatif. Et puis alors moi je veux pas d'enfant, donc j'ai un peu peur, enfin j'ai même très peur de tomber enceinte. Donc je prends la pilule du lendemain. Et bah ça m'a défoncé. Mais ça m'a éclaté la gueule. À partir de là, je recommençais à avoir des cycles de merde. Grosse douleur, vraiment j'avais hyper mal. Alors que j'avais jamais eu des règles extrêmement douloureuses, ça me faisait un peu mal, mais pas ne pas me lever, quoi. Enfin là, je me levais même pas de mon lit. Et du coup, peur aussi de tomber enceinte et de devoir reprendre une pilule du lendemain et tout, donc perte de libido, laisse tomber. Parce que bah, c'est en faisant l'amour qu'on fait des bébés, donc il y a plein de causes à effet, quoi. Mais du coup, j'avais plus envie. Enfin bon, bref, ça devenait compliqué, en fait. Donc, je retourne voir ma sage-femme, on en discute et tout, je lui dis ça, elle me dit « Oui, mais quand même, c'est bizarre, votre histoire de règles, là, ça va plus ». Elle me dit « Ok, la pilule du lendemain vous a fait du mal, mais là, ça fait presque 8 mois qu'elle a été prise, donc c'est pas normal, quoi ». Et donc, je lui parle avant de commencer la pilule. Et donc là, elle comprend que, tiens, c'est bizarre. Et puis, j'ai du mal à perdre du poids, problème de pilosité, pas trop, mais effectivement, souvent aussi... des sautes d'humeur. Parfois, j'ai mon moral, il est en mode wouhou, et puis parfois, j'ai envie de mourir. Mais premier degré, j'ai vraiment des envies de mourir, quoi. Et elle me dit, bon, ça commence à faire beaucoup de choses. Elle me dit, bon, déjà, on va régler le problème de là tout de suite. Si ça vous va, on retourne à la pilule. Parce que stériler, je ne veux pas. On retourne à la pilule, est-ce que ça vous va? Je dis, allons-y, mais effectivement, il faut trouver le problème de base, quoi. Et donc, elle me fait une échographie pelvienne. Donc là, elle me dit, bon, bah, bonne nouvelle, il n'y a pas de polychinelle dans le tiroir. Mais, par contre, vos ovaires, c'est des grappes de raisin, quoi. Alors, il y en a un où, effectivement, il y avait que quelques follicules. Mais alors, l'autre, c'était impressionnant, quoi. Elle m'a dit, bah voilà, tout s'explique, en fait. En fait, je pense que depuis le départ, vous avez le syndrome des ovaires polykystiques, mais que ça a été complètement atténué par les pilules que vous prenez depuis toujours. Et que, en fait, quand vous l'avez arrêté, apparemment, ça allait, mais la pilule du lendemain, ça vous a reflingué x10, quoi. Enfin, elle, voilà, c'est sa supposition. Donc voilà, donc c'est à ce moment-là aussi que je connaissais déjà un petit peu le SOPK, mais bon, bah là, j'étais concernée, donc forcément, on en parle un petit peu plus. Mais effectivement, quand elle me l'a dit, bon, bah, tous les symptômes qu'elle me disait, j'étais en mode, bon, bah, ça, je comprends mieux. Bon, bah, ça, ok, je comprends. Ça, d'accord, maintenant, je comprends. Tu vois. Donc, du coup, bah, je suis retournée avec mes pilules où j'ai pas mes règles. Juste, bah, j'ai mis les problèmes sous le tapis. Pour le moment, en attendant de savoir qu'est-ce que j'ai envie de faire. Parce que c'est vrai que ça me pose un gros souci de contraception, quoi. Sauf le jour où je me décide à ligaturer les trompes, enfin voilà, ou à faire une opération comme ça, mais pour le moment, je suis pas encore prête à le faire. Donc pour le moment, bah, je suis en mode, c'est ma solution la plus sereine que de mettre tous mes symptômes sous le tapis et d'endormir le problème. C'est pas ouf, hein. Mais c'est mon choix. Pas ouf, mais c'est compréhensible, en fait. C'est ma tranquillité, en fait, pour le moment. C'est ça. Faut faire des choix et savoir où tu rognes, en fait. Sur quoi tu rognes. Exactement. Moi, quand en fait, ce que je prenais au départ comme pilule, qui était très bien, hein, pareil, j'avais plus de règles. Enfin, très bien. J'avais plus de règles, mais je n'avais plus non plus d'émotions. Donc, au bout d'un moment, être toujours neutre, c'est pas ouf non plus. La libido, elle était partie dans les chaussettes lorsque j'avais la vingtaine, quoi. Là, je me suis dit, non, c'est pas possible. Enfin, la première pilule, je l'ai prise pendant 7 ans ou 8 ans. Ok. Et j'avais rien. Pas d'envie, pas de motivation pour des trucs. Enfin bref, c'était pas ouf. Et je l'ai arrêté. Et après ça, j'ai appris que ce combiné des deux médicaments que je prenais, ça augmentait le risque de méningiome, donc de tumeur des méninges. Donc c'est un produit qui a ensuite été... ouais, exactement, comme tu dis. Pouce en l'air, on adore. Donc c'était le fameux combo qui donnait aussi aux personnes qui ont de l'acné kystique. Donc ça, je l'ai arrêté parce qu'on m'a dit, en fait, c'est peut-être un peu fort quand même. Bah, ce qui était très bien, c'est que ça me réduisait la pilosité, hein, ça pour sûr. Mais par contre, chez les femmes, en plus, c'est chez les femmes que ça augmente le risque de méningiome, bien sûr. Voilà. Quitte à mentir. Parce qu'on des médicaments qui ont été faits par des hommes, c'est tout. Voilà. Parce qu'on donnait aussi ce médicament à des hommes pour des problèmes d'acné. Donc, pas le combo, mais un des deux. Puis la deuxième que j'ai prise, pour celles et ceux peut-être qui vont nous écouter et qui connaissent
ce nom, c'était la Diane 35. Et donc Diane 35 qui était aussi soumise à un scandale de thrombose veineuse. Donc pareil, bah voilà, encore quelque chose qui avait vachement bien été testé sur les femmes en amont. Et donc je l'ai prise pendant, je sais pas, peut-être un an et demi. Mais c'est effrayant quand on regarde, quand on a pris ces comprimés-là. Ça a des séquelles à partir de, je crois que c'est à partir de à peine 3 mois de prise continue. Ah ouais, c'est hyper rapide en fait. C'est hyper rapide. Moi, ça me glace le sang de me dire on a donné ça à des centaines, des milliers de jeunes femmes qui sont susceptibles de développer un trouble comme un ménagiome ou une thrombose veineuse. Enfin, c'est le fond. Comment c'est possible? Et en plus, je me souviens très bien que Diane 35, c'est une pilule qui était donnée effectivement en cas d'acné, en mode ah bah vous avez de l'acné, bah tenez, prenez ce contraceptif-là. Exactement. Mais c'est vrai que comme ça, c'était d'une pierre deux coups. Ouais. Ah oui. Mais c'est ce que je dis dans l'épisode sur la contraception qu'on a fait avec Calamité. La contraception, ça fait 60 ans qu'on y a le droit. Oui. Donc c'est encore jeune en fait. Donc effectivement, les tests ils sont pas faits sur du long terme. Enfin, c'est un peu en mode bah tenez, il y a ça qui existe, c'est super. Oui, merci. Mais à quel prix en fait? Qu'est-ce que vous nous faites? Ça pose beaucoup de questions. Ça pose beaucoup de questions et surtout au niveau de la pharmacologie, j'ai écouté un podcast, une interview de Salomé Saké hier qui parlait des femmes justement et qui parlait notamment du fait que en pharmaceutique, c'est beaucoup plus rentable de tester les médicaments sur des hommes parce que les hommes ont un cycle de 24 heures. Donc leur cycle hormonal est réglé sur 24 heures. Donc c'est facile de tester des médicaments, ça prend pas longtemps. On les fait venir sur 24 heures, 48 heures, on voit les effets que ça fait, boum, fin de l'histoire. On a noté, effets secondaires, tac, on a fait la liste, c'est bon. Les femmes, c'est un cycle d'environ 28 jours. C'est même pas 28 jours, ça dépend quelle femme. Donc, on a des grandes difficultés à tester les médicaments sur les femmes. Et j'entends que c'est plus difficile et plus coûteux. Mais il faut se dire que derrière, ça peut coûter la vie à un bon nombre de personnes de leur donner des médicaments comme ça. Des personnes qui, comme toi et moi, comme certainement les auditrices du podcast, font une confiance aveugle à la pharmacopée. Puisque on peut pas tout savoir, on peut pas tout étudier. Donc on se dit, bah, si c'est sur le marché, c'est que ça a été testé et retesté. C'est que c'est OK. Et c'est que c'est safe, parce que sinon ça serait pas là. On ne proposerait pas, les médecins ne nous le proposeraient pas. Alors après, je sais pas si toi ça a été ton cas, moi en tout cas, à partir d'un certain moment dans mon périple à travers tous les symptômes du SOPK, à un moment donné, j'ai perdu foi en la médecine. Parce qu'en fait, je me suis dit, déjà, on sait que le SOPK, ça se traite pas. Oui, c'est incurable. Là, c'est vrai qu'on l'a pas dit, hein, mais c'est incurable. Tu l'as à vie. Alors, incurable, pour le moment, sait-on jamais. Peut-être qu'un jour, on trouvera la panacée. J'y crois pas. Moi non plus. Voilà. Je le mets entre... je le pose là. Je n'y crois pas. On peut te faire croire quand même dans la médecine qu'il va y avoir une panacée, justement. On va trouver ce que t'as et on va te donner un truc et ça va être bon. Ça va tout te traiter. En fait, non. Moi, je l'ai bien vu. On m'a donné une pilule, un combiné de pilules. Les effets secondaires auraient pu être la mort. Ben ouais, c'est ça, en fait. Par méningiome, joie. Ou alors oui, ça te traite les symptômes, mais ça t'en cause d'autres. Donc, notamment, comme on disait, la perte de libido, un état dépressif. La prise de poids. La prise de poids, est-ce que vraiment t'as envie de perdre tes poils, donc de ressembler à une fille normale, je le mets entre gros guillemets, mais à côté, bah, t'as plus de libido, t'es en état dépressif, et peut-être à un moment donné, t'as un méningiome. Qu'est-ce que je prends? C'est ça. C'est ça. Waouh. Ouais. Mais oui, de toute façon, le lobby médical, médicaments, pharmaceutique, bah, est là, est bien présent. Après, je sais que, bah, de toute façon, une des meilleures choses pour traiter le SOPK, c'est ne plus prendre d'hormones externes. Ouais. Je trouve plus le mot que je vais utiliser, mais chimiques, je vais y arriver. Ouais, voilà. Pas naturel, quoi. Et je sais qu'il y a des traitements naturels qui existent pour atténuer un petit peu les symptômes. Je sais pas si toi, t'as déjà testé ce genre de choses. Hey, c'est la Pauline du montage. Avant cette petite séquence où Ginny nous explique qu'elle prend des compléments alimentaires par rapport à son SOPK, il y a un update à vous faire. Donc,
avant qu'elle en parle, je me permets de faire cette update parce qu'en fait, elle a terminé cette prise de compléments alimentaires et finalement, c'était pas si ouf que ça. Elle a eu une soudaine aménorrhée. Elle m'indique dans son message qu'elle a un brouillard mental accru ces derniers mois. Et du coup, elle s'est permise de me faire cette update. Et du coup, je vous le partage parce que c'est très important. Parce qu'elle voudrait pas que d'autres aient l'idée de s'auto-médicamenter comme elle l'a fait. Surtout que ça n'a eu aucun effet sur son problème de pilosité lié au SOPK, ce qui était quand même le but à la base. Donc voilà, elle voulait revenir sur les propos. Au final, elle a réfléchi et elle se dit que c'est quand même assez inconsidéré de parler d'un traitement qu'elle n'avait pas fini de tester et qu'elle a pris par elle-même toute seule sans forcément se renseigner auprès d'un corps médical ou thérapeutique quelconque. Voilà, je ferme la parenthèse et je vous laisse avec la suite de l'épisode à prendre avec des pincettes pour la séquence qui suit. J'ai déjà testé, je suis en train en ce moment de tester quelque chose. Alors, ça fait rire les gens de mon entourage parce que je prends des comprimés qui sont normalement pour traiter les problèmes de prostate. Ok. Parce qu'en fait, c'est le même complexe d'hormones dont ont besoin les hommes qui ont des problèmes d'hyperplasie de la prostate et les femmes qui sont touchées par le SOPK, puisque c'est une histoire d'équilibre dans les hormones. Donc sur ma table de nuit, j'ai des comprimés complexe prostate. Donc ça fait rire tout le monde. Du coup, c'est un traitement chimique. Alors, c'est que des plantes. C'est que à base de plantes. C'est un phyto. Ouais. Ok. Ouais, c'est de la phyto. Je l'essaye. Alors, le problème que j'ai, c'est que je lisais hier, d'ailleurs, ça me faisait rire sur le site de Sova, qui est donc une marque qui fait aussi des compléments alimentaires. Ouais, je voulais en parler. Que je n'ai pas encore testé d'ailleurs, mais qui est créé par deux sœurs qui ont aussi le syndrome des ovaires polykystiques. Et elles ont écrit sur l'hyperpilosité, il y a écrit « C'est pas forcément le symptôme le plus courant, mais quand il est présent, c'est un des plus difficiles à gérer. » Ouais. Parce qu'en fait, ça, c'est pas quelque chose qui se réduit facilement. L'acné se réduit plus facilement que l'hyperpilosité, en fait. Ouais. Donc oui, j'ai bon espoir que ça ait un petit effet, mais là, pour l'instant, ça fait déjà presque 3 mois que je le prends. D'accord. Je dois encore peut-être commencer à avoir des effets, parce qu'en général, Voilà. Au bout de 3 mois, en phyto, ça commence à faire effet. C'est la première fois, du coup, que tu testes un traitement phyto, oui. doux, entre guillemets. Ouais. Okay. Ouais. C'est la première fois. Pour une raison hyper pratique, c'est vraiment que j'en ai marre de m'épiler tous les 2 jours au niveau du visage et que j'aimerais que ça soit sur du temps un peu plus long. Je sais que ça partira pas complètement, mais qu'au moins j'ai pas besoin de m'en préoccuper tous les jours, quoi. Ouais. Si déjà ça peut passer à une fois toutes les semaines ou tous les 10 jours, ça serait déjà bien, quoi. Voilà, c'est ça. Ouais, je comprends. Ok. Et je suis contente que tu aies parlé de Sova parce que moi, c'est ma référence déjà de documentation sur le SOPK. Ils ont un compte Insta que je trouve super, un site internet qui est très riche en informations aussi. Et donc, ça s'appelle Sova, S-O-V-A. Et je crois que sur Instagram, c'est Sova, S-O-P-K, il me semble. Et en fait, grâce à elle, donc effectivement à ces 2 nanas, ces 2 sœurs, j'ai appris plein de trucs sur les SOPK et ça a fait du bien d'avoir ce genre d'informations et de te dire qu'il y avait aussi que ce genre de symptômes en fait venaient de ce syndrome, qu'il y en a d'autres qui existent même si je les ai pas. Et effectivement, elles ont créé, alors je sais pas si c'est elles directement ou si elles le commercialisent, mais elles ont créé un traitement phyto doux quoi, qui aide à diminuer les symptômes du SOPK. Mais bon, pour que ça puisse fonctionner, il faut pas prendre d'hormones chimiques. Donc je sais que le jour où j'arrête la pilule, je sais que j'essayerai parce que vraiment ça m'attire très fort. Mais pour le moment, ça serait pisser dans un violon que de le faire, donc ça sert à rien. Mais Non, ce que je sais, c'est qu'elles ont travaillé avec des professionnels de santé pour développer leur gamme de compléments. C'est pas venu d'elles directement. Ouais, directement, ok. Mais par contre, le travail qu'elles font d'information est génial. Ne serait-ce que même, effectivement, comme tu disais, savoir quels symptômes sont liés au SOPK, il y a ça. Il y a aussi le fait qu'il y a des symptômes qui sont liés au SOPK, mais qui peuvent aussi être révélateurs d'une autre maladie. Tout à fait, ouais. Et des femmes qui vont se dire j'ai le SOPK, alors qu'en fait pas du tout, elles ont peut-être complètement autre chose. Donc ne pas partir tête baissée, se dire j'ai ce truc-là. Vraiment, même si on n'a pas trop confiance en la médecine, ce qu'elle peut au moins faire, la médecine à minima, c'est de révéler les choses qui sont présentes dans notre corps.
C'est nous montrer et nous dire, bah oui, ce serait plus ça et pas ça, finalement, que vous avez. Même s'ils vont pas traiter les causes ni les symptômes nécessairement, ça sera avec votre accord. Est-ce que vous avez vraiment envie de prendre des médicaments pour traiter ça? C'est un choix personnel après. Un choix personnel qui, bien sûr, peut être motivé par... On sait pas ce qui peut se passer dans la vie. Complètement. Voilà. Complètement. Il y a plein de raisons qui font qu'on va accepter ou non de prendre un traitement. Donc, là, après, c'est le choix de chacune, quoi. Mais oui, leur site à elle est génial pour ça. Ouais. Pour le fait qu'il donne une tonne d'informations qui permet de voir qu'en fait, on n'est pas du tout seul. Il y a des c'est ça aussi qui fait du bien. Et d'ailleurs, il y a pas mal de commentaires positifs aussi. Bon, après, je sais pas si c'est marketing ou pas, hein, c'est toujours compliqué de savoir, mais il y a l'air d'avoir pas mal de retours positifs sur leur traitement. Comme quoi, ça a apaisé quand même pas mal de choses, des règles plus régulières. Oui. Bon, après, voilà. Comme on disait, hein, c'est un peu comme le stérilet. Faut tester pour voir si ça fonctionne sur son corps, parce que chaque corps est différent, donc on ne peut pas savoir à l'avance. Mais après, bien garder en tête que tout ce qui est phyto, ça prend du temps. C'est sûr que ça va pas se faire en un claquement de doigts, qu'il faut faire ça sur du long terme, être rigoureux aussi là-dedans. J'avais fait un épisode sur la phytothérapie, justement, avec une amie qui a fait ses études là-dedans. Et voilà, c'est sûr que en phyto, tu vas pas traiter le problème tout de suite comme ça maintenant, c'est sur du long terme pour que ton corps l'assimile et que ça apaise en fait les choses, quoi. C'est pas comme quand tu prends un Doliprane et que le mot est parti. Faut quand même bien garder ça en tête. Complètement. Parce que les médicaments, c'est les mêmes molécules qu'en phytothérapie, mais en ultra concentré. C'est ça. Donc forcément, le corps va le prendre directement et réussir directement avec cette concentration énorme de la molécule qu'il faut à apaiser le symptôme. Mais quand on va le prendre sous forme d'une plante qui, elle, en contient, mais c'est pas sa molécule principale, forcément, ça met beaucoup plus de temps à ce que le corps, il y réagisse, quoi. Aujourd'hui, comment est-ce que le SOPK impacte ta vie? Bon, il y a la pilosité, qui chez toi, j'ai l'impression, est vraiment le truc principal avec les règles déréglées. C'est ça. Pour moi, ça a été le truc principal. Jusqu'à très récemment, où j'ai découvert aussi que j'accumule... Avant, j'avais pas cette fatigue. J'étais tout le temps à faire des choses. Justement, on me disait « Ah, mais t'es toujours là, tu fais ci, tu fais ça. » J'ai vécu à l'étranger, je faisais énormément de sport, beaucoup d'escalade. Il y avait des journées où je passais ma journée dehors à faire de l'escalade. Le soir, je rentrais, j'allais à la salle d'escalade parce que j'étais pas assez fatiguée. La meuf ne s'arrête plus de grimper. C'est ça. Elle veut devenir lézard, ok? Laissez là. J'étais monofocus, quoi. C'est vraiment... il n'y avait plus rien d'autre qui comptait. Non, mais pour dire que l'énergie était là. L'énergie physique et mentale était là. Parce que c'est aussi... l'escalade, c'est des situations de stress où il y a énormément de mental qui est mis en branle et mis à contribution, tout autant que les muscles que le corps, quoi. Et j'y arrivais. Et là... Il y a des fois, mais rien que se lever le matin, c'est un effort surhumain. Mais c'est vrai, on n'en a pas parlé de la travailler. On n'en a pas encore parlé et je pense que c'est aussi important de le mentionner dans ce cadre-là parce qu'en fait, il y a beaucoup de personnes qui se disent « Oh, elle est fatiguée, enfin, ça va, t'as 30 ans, t'es pas fatiguée en fait. T'es une feignasse, t'es née dans les années 90, on te passe tout, enfant roi, et que sais-je encore. » Et en fait, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se rendent pas compte que c'est pas pour faire du chigan ni pour se faire plaindre. C'est vraiment le taux de fatigue. Des fois, il est atteint hyper vite. Rien que se lever, de se faire un café déjà. Le café va même pas compenser l'effort qu'on a mis à le faire. Mais je trouve ça très bien que t'en parles. Et puis aussi, il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas que parce que ce n'est pas visible, enfin, c'est pas parce que c'est invisible que ça n'existe pas. C'est ça. Et le fameux, c'est dans ta tête. C'est ça. Oh, mais c'est bon, bouge-toi, c'est en bougeant que tu vas être moins fatigué. Ouais. Alors, il y a des jours avec, il y a des jours où tu as une énergie de dingue et c'est trop bien. Et effectivement, il y a des jours où, ouais, comme tu dis, se lever le matin, c'est déjà dur. Alors que tu viens de dormir, enfin, je sais pas toi, ton expérience, mais moi, parfois, je tape des nuits de 8 heures, je dors super bien. Hein. Ouais. Et je me réveille et je me dis, oh, je suis encore bien fatiguée, qu'est-ce qui se passe, tu vois? Et il y a des jours, des semaines même parfois, où c'est comme ça. Où il y a des semaines où je suis crevée. Alors je vais bosser, hein, je vais faire ce que j'ai à faire et tout, mais
Mais quand je rentre chez moi le soir, je me mets dans mon lit et c'est finito pipo. Enfin, Ouais. Et du coup, bon, bah, la fatigue engendre plein de trucs. Hein. Je suis vachement plus irritable, je suis moins impatiente, je suis en mode waouh, foutez-moi la paix. Je rentre chez moi, je vais dans mon lit, mon mec il me dit bah qu'est-ce que tu fais? Je fais non mais là je suis fatiguée quoi. Mm. Enfin, Ouais. tu sais, tu te sens usée. Ouais, puis t'es usé déjà physiquement, mentalement, et en plus de ça, au niveau social, tu finis par être mis ou mise à part, quoi. Parce que tu te dis, bah ouais, en fait, ce soir, j'avais prévu de sortir, mais en fait, tu vas dire à tes potes, bah non, mais je suis désolée, mais je peux pas. Puis, des fois, t'as des gens à qui tu peux dire exactement ce qui se passe, mais il y a des gens à qui tu peux pas dire ce qui se passe. Et donc, ces gens-là, comment tu dis? Comment tu l'exprimes? Bah non, mais désolée, mais là, en fait, j'ai plus assez d'énergie. Là, c'est dur, hein. Et puis, bah, effectivement, tu vas pas rentrer dans le détail avec tout le monde. Donc, à part dire, Ouais. bon, bah non, je suis fatiguée, alors que, bon, bah, quand c'est tes potes proches, tu peux leur dire, et encore, t'es même pas sûr que ça soit à cause du SOPK, parce que, bah oui, parfois t'es fatigué, mais tu sais pas si c'est ça ou pas. Enfin, bon, c'est complexe aussi, quoi, tu vois, de savoir est-ce que ça vient vraiment de ça. Mais quand c'est chronique, en fait, toi, je sais pas comment ça se passe, mais moi, j'ai l'impression qu'il y a des phases et que ça revient, tu vois. Et il y a des moments où je suis en mode, ouah, je suis crevée, mais de fou. Ouais. Et j'ai plein de petits symptômes comme ça qui se mettent bout à bout pendant, je sais pas, je vais dire 15 jours. Et puis bah là, je comprends parce que j'ai mes règles. Mais il y a ça aussi qu'on n'a pas forcément dit, c'est que du coup, bah, tout ton cycle peut être plus ou moins long et lent en même temps. Parce que bah, vu que tu ne sais jamais quand est-ce que tu as tes règles, tu ne connais plus, entre guillemets, ton corps. Encore plus moi qui suis sous pilule chimique. Bah, exemple très récent, là, il y a 3 semaines, j'ai commencé à avoir mal au ventre. Genre douleur de règles. Donc je me suis dit, oh, tiens, ça arrive. Il y a quelque chose qui va se passer, tu vois. Et puis bah non, j'ai juste eu mal pendant 3-4 jours. Et puis, il s'est rien passé après. J'étais là, genre, enfin, j'ai pas eu mes règles, quoi. J'étais en mode, bon, ok. Après, j'ai commencé à avoir mal au sein. Donc, j'étais là, genre, bon, bah, si, là, elle voit arriver, là, c'est pas possible, tu vois, c'est bon, tu vois. Venez, qu'on s'en débarrasse, en fait. Et on le sait. Allez, on y va, une pierre deux coups, quoi, merde. Et puis, toujours rien. Et après, j'ai commencé à avoir de l'acné, ok. Normalement, là, tu dis, bon, là, les 3 symptômes sont là. C'était pas fini. Après, j'ai eu une migraine des enfers pendant 2 jours, plus la fatigue qui va avec. Et là, elles sont arrivées. En tout, tu vois, tout ça, ça a mis 3 semaines à peu près. 3 semaines de symptômes hyper forts, parce que aussi, c'est pas en mode je viens te titiller pour te prévenir, c'est en mode je suis là et il se passe vraiment quelque chose. Et je me dis encore, bon, bah, j'ai quand même réussi à écouter mon corps en me disant, bon, je sais que c'est ça là, ça va arriver. Mais tu vois, genre en 3 semaines, j'ai eu plein de symptômes très forts qui ont été très forts sur le moment et en même temps tous sur du long terme. Donc c'est intense et long, entre guillemets. Et au final, bah, t'as tes règles de façon nulle parce que c'est des pertes nulles. Sur des pertes nulles, il n'y a pas de pertes super et des pertes nulles, mais quand je veux dire, tu sais, c'est des pertes en mode. Enfin bref, c'est pas des vraies règles quoi, en plus, tu vois. Donc tu souffres en plus pour ça. Puis ça dure 2 jours. Et bon, bah tant mieux, hein, on va pas se plaindre. Mais ça dure 2 jours, mais parfois une semaine aussi. On sait pas. Oui, c'est ça. Mais en fait, c'est ça, quoi, le SOPK. Et puis là, après, bah peut-être que pendant 3 mois, il va rien du tout se passer. Peut-être que tu les auras dans 28 jours. C'est ça. Puis tu diras, Parce que là, dans 3 semaines, ça va reprendre exactement pareil avec ce même cycle qui va se réenclencher ou pas, ou ça va être différent. Parfois, au lieu d'avoir la grosse migraine pendant 2 jours, bah, je vais être en mode bad mood hardcore, quoi. Et d'ailleurs, je l'ai eu là aussi pendant ces 3 semaines où j'ai eu 2 jours où j'étais en mode vraiment, et je le pense profondément, en mode je suis une merde, de toute façon, je vaux rien, je suis personne. Enfin, et t'as les gens autour de toi qui disent waouh, mais qu'est-ce que t'as? Enfin, genre waouh. Et même là, tu sais que c'est tes hormones, tu sais que c'est ça au fond de toi, tu le sais, mais t'arrives même pas à te le dire. Ouais. Et en fait, c'est ça le SOPK, quoi. Enfin, merci. Ouais. C'est top, c'est génial. Ouais, complètement. Tu finis par avoir des pensées vraiment très noires, tu hais ton corps pour ce qu'il te fait, alors que, bah, tu sais, t'as envie de l'aimer, ton corps, et de te dire, vas-y, on s'entraide et de toute façon, on vit ensemble, tu vois. Donc, mais il y a des fois où on gère tout d'une manière différente. Tu vois, moi, quand c'est comme ça, je fais du sport encore plus violent que d'habitude, en mode punition, tu vois, en me disant, il va comprendre. Tu vas dans la douleur. À l'ancienne. Tu vas pas bien? Attends.
Attends, je te repars une petite. Attends, je vais remettre une autre de l'autre côté, là. C'est ça. Comme ça, tu vas marcher droit derrière. Non, mais c'est terrible. C'est terrible, parce que des fois, je me dis, ah ouais, il y a plein de personnes pour qui c'est pas simple. Bien sûr, il y a plein d'autres syndromes et d'autres maladies. Hein. Voilà, exactement. Et on est plein à être dans ce cas-là et avoir des symptômes liés aux règles qui sont affreuses, en fait. Juste affreuses. En plus de ça, on peut combiner avoir le SOPK et l'endométriose. C'est ce que j'allais dire. C'est ton cas? Je sais pas. J'en ai parlé récemment avec ma gynéco parce que je lui ai dit ça fait quand même depuis quelques temps que de manière aléatoire, c'est pas forcément à tous les cycles, mais il y a des cycles durant lesquels je suis incapable de me lever de mon lit. C'est-à-dire que le premier jour et le deuxième jour de mes règles, la douleur est tellement intense que si je mets pied à terre en dehors de mon lit, je vomis. C'est bien simple. Donc pour aller travailler, impossible. Et donc là, ma gynéco m'a dit est-ce que vous auriez pas de l'endométriose par hasard? J'en sais rien, moi. J'ai pas fait d'examen en conséquence de ça. Je sais juste que j'ai le SOPK et quand bien même j'aurais l'endométriose, voilà quoi. Ça fait juste que je sais qu'il y a parfois dans certains cycles, je vais devoir rester alitée. Mais en plus, je suis pas concernée par l'endométriose, mais j'ai une amie qui l'est. Et je sais que le parcours pour diagnostiquer l'endo, il est pas simple non plus. Je crois qu'un des seuls examens vraiment pour être sûr que tu as atteint l'endométriose, c'est de faire un IRM, mais un IRM bien particulier, si j'ai bien compris. D'accord. Donc, faut aussi que ton gynéco, tu vois, il pousse pour que tu puisses aller jusqu'à l'IRM, parce que... oui, en plus, quoi. Ouais. On donne pas des IRM comme ça. Lol. Donc, effectivement, je sais que le parcours peut être un petit peu complexe aussi là-dessus. Parfois, ça fait aussi du bien, effectivement, tu vois, comme tu le dis, étant donné qu'il n'y a pas de médicaments, il n'y a rien pour soulager l'endométriose, entre guillemets, ça changera rien à ta vie parce que ça sera toujours là, mais parfois, d'avoir un diagnostic sur un problème, ça fait du bien de se dire, bon, bah ça, c'est à cause de ça, quoi. Oui, voilà. C'est à cause de ça, et d'autant plus que certaines maladies comme l'endométriose sont reconnues notamment au niveau un peu plus global, en partie par les employeurs notamment, où eux ils vont penser dire ah bah oui d'accord t'as de l'endométriose donc on te donne un jour parce que tu pourras pas te lever quoi. Ouais, il y a un peu plus de souplesse effectivement. Voilà. Ce qui est pas le cas encore du syndrome des ovaires polykystes. Pas du tout. Et puis il y a plein d'autres maladies gynécologiques qu'on connaît pas forcément. Il y a aussi les utérus antéversés, je crois, qui peuvent créer aussi énormément de douleurs. Bon voilà, il y a quand même plein d'autres pathologies gynécologiques qui existent. Mais ouais, c'est vrai que c'est quelque chose de très large, et on connaît pas encore la moitié de ce qu'il y a et de ce qui existe en fait chez les femmes. Complètement. Et je rebondis à un truc que tu disais tout à l'heure sur le sommeil et le fait de dormir beaucoup, mais de ne pas se sentir reposé. Il y a peu de temps, j'ai un de mes partenaires qui m'a dit « Je pense que tu fais de l'apnée du sommeil ». C'était un des symptômes, effectivement. Ouais, et j'ai appris que c'était un des symptômes du SOPK en lisant, là, en me documentant. Ouais. Que, en fait, apnée du sommeil et suée nocturne. Ça, j'en ai eu depuis très peu de temps. Je me suis dit, oh là là, c'est quoi, c'est la ménopause? À 30 ans, je me suis dit, non, mais c'est pas possible. J'ai eu des suées pendant, je sais pas, peut-être une semaine en consécutif tous les soirs. Et c'est insupportable. Tu trempes tes draps et tu sais pas pourquoi, en fait. Tu dors toute la nuit. Du coup, tu te réveilles le matin, tu pègues la sueur froide et tu sais pas ce qui s'est passé. T'es pas reposé. Et effectivement, donc, ce partenaire qui m'a dit, bah, il semblerait que, tu t'arrêtes de respirer la nuit, donc tu fais de l'apnée du sommeil, quoi. Ah ouais, ok. Mais oui, mais effectivement, on l'a pas dit. Mais en fait, il y a tellement de symptômes que c'est compliqué de tous les lister. Mais oui, effectivement, l'apnée du sommeil peut être un des symptômes aussi du SOPK. Puis d'autant plus que pour moi, l'apnée du sommeil, dans ma connaissance de la chose, c'était plutôt pour les personnes en surpoids. C'était plutôt ces personnes-là qui étaient touchées. Ce qui n'est pas mon cas. Et ce qui est aussi une des raisons pour lesquelles, de l'extérieur, on va me dire « Ah mais non, mais ça, quand les gens connaissent un petit peu le SOPK, ils disent « Bah, t'as pas le SOPK parce que t'es pas en surpoids. » Bah, si. Si. T'es désolée. Pardon de déranger, hein, mais... Mais il semblerait, hein. Et ça fait depuis un peu plus de 15 ans et on a diagnostiqué quand c'était pas encore la hype.
Donc, C'était pas à la mode et je l'avais déjà, ok? c'est ça. Donc, j'étais précurseur, ok? Mais oui, c'est vrai que ouais, le surpoids et ça aussi, tu vois, quand on me l'a diagnostiqué, je me suis dit, ah, et enfin, c'est le surpoids plus le fait d'avoir beaucoup de mal à perdre du poids. Et quand on me l'a diagnostiqué le SOPK, je me suis dit, ah, alors c'était pas pour me donner une excuse et tout, hein, mais j'ai fait tellement d'efforts pour perdre du poids sans y arriver que je me disais, mais c'est quoi le problème? Enfin, mon corps, il fonctionne comment? Je n'arrivais pas à comprendre. Oui. Bon, bah, ça m'a un petit peu aidé à, je mets des guillemets, mais déculpabiliser. Oui. De pas y arriver, en fait. Parce que je crois que tout n'est pas de ma faute. Enfin, c'est juste comme ça, quoi. Et il y a beaucoup de pics, tu vois, j'ai vachement de prise de poids, et puis après, je repère un petit peu, et puis hop, je reprends, parce que, comme tu le disais aussi, bah, envie de sucre. Et moi, je suis vraiment une bouche à sucre, mais de fou, et depuis toujours. Et c'est un cercle vicieux, parce que l'alimentation aussi peut beaucoup aider dans les symptômes du SOPK, on l'a pas trop dit encore. Ça peut aider d'avoir une alimentation, par exemple, anti-inflammatoire. Alors après, il faut avoir envie, parce que c'est changer beaucoup d'habitudes aussi dans son alimentation, que de partir là-dessus. Moi, j'ai pas testé parce que je m'en sens pas capable, en tout cas pour le moment. Mais ouais, il y a des choses au niveau de l'alimentation qui peuvent être mises en place pour essayer de réduire un petit peu les symptômes. Est-ce que tu testes, toi, au niveau alimentaire ? Moi, j'ai plein d'allergies alimentaires depuis longtemps. En plus du reste, je consomme quasiment plus de lactose. De temps en temps, un peu, mais c'est pro-inflammatoire, je le sais depuis que je suis née. Le pédiatre a dit à ma mère, faut pas lui donner de lait, vous l'empoisonnez à chaque fois que vous lui donnez du lait, donc arrêtez. Okay. Donc ça, je le savais déjà, mais au fur et à mesure, j'ai découvert plein d'allergies liées à notamment une protéine qui se retrouve dans pas mal de fruits. Oh, ça doit pas être simple, ça. Donc c'est pas simple, parce que les fruits, quand on se dit « Ah, j'ai une fringale de sucre liée à mon syndrome, donc je vais manger un fruit », sauf que moi, dans les fruits, on peut éliminer abricot, pêche, pomme, brugnon, toute cette famille-là. Ananas, c'est mort. Qu'est-ce que j'avais d'autre encore ? J'ai arrêté de faire des listes, parce qu'en fait, les listes exclusives, je les mange quand même, mais je sais que j'ai des symptômes pas drôles. Alors, je vais gonfler, ça va me gratter les mains, ça va me gratter la bouche, ça va me gratter jusque dans la trachée. Ouais. Bon, j'en mange quand même parce que c'est bon, mais ça te fait du mal d'en manger quand même. Ça fait du mal d'en manger. Après, je sens plus rien, par exemple. Si je mange une pomme en entier, après, j'ai plus du tout la capacité de sentir les choses. Waouh, ok. Donc, bon, ça, plus le SOPK qui donne déjà des directives quant à ce que tu peux manger, ça induit beaucoup de troubles du comportement alimentaire. Ouais. Je sais pas si toi, ça a été ton cas aussi dans ton parcours, mais... Alors, moi, je fais beaucoup d'hyperphagie. Ouais, ok. Mais oui, effectivement, alors, hyperphagie. Est-ce que c'est lié à mon SOPK ou pas ? Je ne sais pas. Alors, j'ai tendance à penser que oui, parce qu'il y a des phases avec des pics plus que d'autres. Et effectivement, je suis très sucre. Je sais pas. Bon, je pense que ça sera compliqué de savoir si c'est lié ou pas. Mais oui, depuis l'adolescence, il y a beaucoup de crises où je suis en mode très gâteau, quoi. Mais tu vois, quand j'ai besoin de ce pic de ce moment sucré, je vais pas penser aux fruits. Je t'avoue que je suis plus en mode chocolat, gâteau, tout ça. Enfin, et puis je m'arrête pas, quoi. C'est complètement la raison pour laquelle je ne vais quasiment plus dans les magasins. J'ai la chance de travailler dans un magasin bio, donc déjà il y a de la tentation, mais c'est pas la même chose. Et à la maison, je sais que mes parents ont un placard avec des gâteaux dedans. J'ai la chance que leur gâteau préféré ce soit genre des figolus et des lus thé, donc ceux qui sont pas ni beurrés ni trop sucrés, quoi. Donc j'ai la chance que ce soit ça. C'est bien. Mais j'en achète pas parce que je sais que sinon sinon je le mangerai en entier, le paquet, sans m'arrêter, quoi. Je compte même pas le nombre de tablettes de chocolat que je défonce en une fois, quoi, parce que j'arrive pas à m'arrêter. Je peux pas. Enfin, si, je pourrais, mais j'y arrive pas, quoi. Mon cerveau est en mode non, encore, vas-y. Ça fait trop du bien, quoi. Et ça m'a un peu fait peur, parce que on nous a toujours dit, mon père et moi, on mangeait beaucoup de sucre. Mon père a arrêté aussi.
Et on a toujours dit, les deux, le père et la fille, vous êtes des gueules à sucre. Alors, ça me faisait rire quand j'étais jeune. Mais là, maintenant que je sais à quoi c'est dû et ce que ça peut causer aussi derrière, parce que on est quand même vachement plus sujette aux problèmes de diabète quand on a l'OSOPK. Pareil, ouais. Donc, moi, ça m'a fait un peu peur, ça, de me dire, attends, mais en fait, tout le sucre que je consomme, d'une, c'est parce que peut-être j'en ai vraiment besoin, mais que j'arrive pas, mon corps, il l'assimile pas bien. Mais peut-être qu'en définitive, ça va me causer un diabète de type 2. Ouais, c'est lourd. Alors là, tu sais plus quoi manger, en fait. Moi, je suis arrivée dans une période, il y a peu de temps, où j'avais reperdu pas mal de poids. Alors, je suis déjà pas hyper épaisse, hein, faut le dire. Et là, j'allais repasser sous la barre des 50 kilos. Pour 1m60, ça commençait à être un petit peu trop peu. Et tu te sentais bien dans ton corps quand même ou pas ouf? Je me sentais trop... alors, je me sentais trop grosse. Et mentalement, j'avais l'impression que je mangeais trop et trop mal, surtout. Mais tout le temps, ça depuis très longtemps. Toutes mes fluctuations de poids, quand j'étais plus jeune, j'étais un peu plus ronde. J'étais pas en surpoids, mais j'étais un peu plus ronde. Et j'ai toujours eu ce truc-là, ces gens qui me disaient, t'as des bonnes joues. Et puis, mais t'es trop maigre. T'as des bonnes joues. Mais t'es trop maigre. Arrêtez de donner votre avis sur le physique des gens. Exactement. Arrêtez parce qu'en fait, là, tout ce que vous créez, c'est des complexes et des troubles. Je sais que ça m'a créé des troubles du comportement alimentaire. Je sais que c'est la raison pour laquelle, quand je mange du sucre, derrière, je vais taper 1 heure de sport. Parce que j'ai mangé 3 chocobons. Et je me dis, t'as pas le droit, en fait. T'as pas le droit que ton corps, il prenne ça sans que tu lui enlèves derrière. Et donc ça, je sais que c'est un trouble. Et que quand je me vois dans la glace, je me vois pas du tout comme les gens me voient. Je le sais. C'est la dysmorphie, non? Je sais plus comment ça s'appelle, ça. Dysmorphie ou dysmorphophobie, je sais jamais. Morphologie, un truc comme ça. Désolée, on dit peut-être de la merde, mais oui, je crois que c'est ça. C'est que toi, tu te vois d'une manière qui, en fait, n'est pas la réalité, quoi. C'est oui, comme... ça arrive souvent, par exemple, à des personnes qui ont connu de l'anorexie, qui ont repris du poids, mais quand elles se voient toujours avec leur corps d'avant, je mets des guillemets. Oui. Ou des personnes à l'inverse, qui étaient grosses, qui ont perdu du poids, qui sont revenues dans une normalité, qui se voient toujours grosses. Oui. Je crois que c'est ça. Je regardais, c'était dysmorphophobie. Ou dysmorphobie, ou trouble dysmorphique. Trouble mental caractérisé par une idée obsessive d'une partie de son corps ou de son corps entier. Mais ouais, de toute façon, cette pathologie touche tellement de choses. Enfin, c'est ce qu'on disait, en fait. Il y a tellement de symptômes que forcément, ça touche énormément de points, que ce soit physiques, mentaux. Forcément, ça crée d'autres... c'est un effet domino, ça va forcément créer d'autres problèmes ailleurs, psychologiques et physiques aussi. Hein. Complètement. Mais c'est pour ça que je trouve qu'il est sous-coté, ce problème de SOPK. C'est pas juste... Vraiment pas assez. Ouais. C'est pas juste, t'as des ovaires avec un dysfonctionnement. Ouais, ok, c'est pas juste ça, en fait. Non, c'est plein de points qui comme tu disais, le cercle vicieux. Chacun entraîne un autre. Et quand on a traité un, en fait, ça va redébloquer un autre qui va se remettre en branle. Et donc, ça va recréer dans une autre partie de ton corps ou mentalement d'autres troubles. Enfin, t'as l'impression que jamais t'en sortir, en fait. Parce que j'allais dire, t'as l'impression que c'est infini. Mais il y a un moment où le rail va sortir du circuit et que ça va aller mieux. Hein, mais effectivement, je pense que c'est long et que... faut essayer de retourner au naturel pour essayer de trouver des solutions à ça, et c'est pas évident, hein. J'en suis la première, tu vois, continuer à avoir des médicaments, en fait, par confort, pour me rassurer aussi, même si, alors que, tu vois, j'ai pleinement conscience que c'est pas la solution, mais pour le moment, c'est comme ça. Donc, je pense aussi que c'est important de se dire qu'il faut être doux aussi avec soi-même, en se disant, on sait qu'on prend pas la bonne décision, peut-être pas, mais on verra plus tard, en fait, ce qui se passe. Moi, c'est ce que je me dis. Je me dis, bon, maintenant, c'est comme ça. Aujourd'hui, c'est comme ça. Peut-être que dans 6 mois, je vais dire, allez, c'est bon. On arrête tout. On trouve une autre solution. Peut-être que la solution, ça serait la contraception masculine. Je dis ça, je dis rien. On va se poser là. C'est... Quand on essaie d'en parler, des fois, c'est un peu... un peu compliqué. Ça compliqué. Ça lève les sourcils. Ça lève les sourcils et ça fait Ouais. C'est même pas ouais, c'est vraiment le On mange quoi ce soir? Est-ce que t'avais des choses à ajouter sur le sujet, Julie?
En tout cas, j'espère qu'on arrive à trouver un peu de douceur pour naviguer tout ça. Nous, les personnes qui sommes atteintes envers nous-mêmes, je nous souhaite du courage et de l'énergie pour faire face à ça. Et surtout, vraiment, j'espère et je souhaite que les gens autour, ceux qui nous connaissent et ceux qui nous connaissent pas, soient plus confrontés à ce syndrome, de sorte à ce qu'il y ait moins cette pression autour, à ce qu'on soit valide, à ce qu'on soit conforme. Parce qu'en fait, ça c'est douloureux pour les personnes, notamment. Ouais, voilà. Notamment ayant le SOPK, mais plein d'autres personnes qui se conforment pas aux cases prédéfinies. C'est hyper douloureux d'avoir des gens, même ceux qui te connaissent pas, où tu peux dire, en fait, tu t'en fiches parce que qui de se passant dans la rue ou le jour où t'étais en robe t'as fait la réflexion que tu ressemblais à une guenon. Tu vois, si cette personne-là pouvait avoir eu une once de réflexion en amont et de se dire que en fait peut-être que la personne qui est comme ça en face de moi, c'est normal, et ou deuxièmement, si ça l'est pas, peut-être que c'est pas la peine que je fasse une réflexion. Des gens qui te connaissent et qui vont essayer de te dire ouais, mais tu devrais maigrir, ça va traiter ton SOPK, j'ai entendu dire que si tu maigrissais ça serait mieux, par exemple. Que les gens autour aussi trouvent le courage d'être doux les uns avec les autres, parce qu'on en manque cruellement en fait. Donc voilà, c'est mon souhait pour le monde en règle générale. Je te souhaite aussi. Ouais. Plus de juste en fait de bienveillance et moins de jugement hâtif en tout cas. Complètement. En tout cas, j'espère que cet épisode aura pu aider des personnes qui sont atteintes du syndrome, comme celles qui ne le sont pas, ou aussi celles qui ont des doutes sur le fait de l'avoir. Je pense que c'est quand même important de se faire diagnostiquer. Après, avoir les solutions qu'on vous propose, écoutez-vous. Prenez le temps de réfléchir à ce que vous voulez faire ou pas, si c'est le cas. Et comme tu le disais, aux personnes qui ne connaissent pas ou qui ne sont pas concernées, j'espère que ça aura pu vous donner quelques infos sur ce que c'est de vivre avec ce syndrome. Et encore une fois, oui, il y a des moments où c'est compliqué, où c'est malheureux, etc. Il y a plein d'autres syndromes, plein d'autres maladies qui sont pires, qui sont moins pires. Peu importe, on n'est pas là pour faire une échelle de qui a la pire chose dans la vie. Juste, on voulait partager notre expérience sur ce que c'est que de vivre avec le SOPK, en fait. Mais en tout cas, je vous remercie. 50 nuances de SOPK. En 3 tomes. C'est ça. Mais en tout cas, je te remercie beaucoup, Julie, pour ta participation et ta bonne humeur là-dessus. Et puis je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Merci à toi, Pauline. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et sur les réseaux sociaux. Et pour rappel, le podcast à nous deux, c'est un mardi sur 2.